Salut. Aujourd'hui, je vais parler des épées de glace. Des épées de glace. Des épées de glace, voilà. Et j'aborderai aussi son préquel qui est sorti après, La main de l'empereur. Olivier Guet est un jeune auteur que j'ai pu rencontrer pour la première fois au salon de Montreuil en fin 2016. Alors j'étais directement attiré par la couverture parce que comme vous avez pu vous en apercevoir, j'aime beaucoup le bleu, hein, voilà, indice. Je dois avouer que la prestance de l'auteur et sa sympathie a fait que j'ai eu envie d'acheter son livre, donc voilà. Olivier Guet, faut savoir, c'est un homme qui a publié mais beaucoup de livres, je crois qu'il a dépassé la centaine de publications. Je sais qu'il a écrit des livres Marvel tirés des films, je sais qu'il a écrit dans la littérature de jeunesse, je sais qu'il a écrit pour les young adultes, il a fait vraiment un peu dans tous les styles, il a fait du polar, donc policier, il a fait de la fantasy, les épées de glace, il a fait vraiment plein de choses. Effet notable, Olivier Guet est un des rares auteurs en France à vivre de sa plume, alors qu'il est en plus de ça très jeune, il a 37 ans. Il est réputé en salon pour être assez photogénique, il aime bien prendre des photos avec ses fans, il demande à ses fans de ramener des bonbons, il est toujours très sympathique, il a pas mal d'humour, enfin voilà, c'est assez incroyable, et finalement quand on regarde ça, on a la recette parfaite d'un homme tout à fait normal en fait. C'est donc en 2016 que j'ai acheté Les épées de glace, qui est l'intégrale qui regroupe les deux premiers tomes qui s'appelaient initialement Le boucher et la servante, qui était sorti aux éditions de Midgard, qui finalement a été ensuite repris par Brajlon, et qui sont bien connus pour leur couverture magnifique. Celle-ci a été faite par Magali Villeneuve, et personnellement j'adore. On suit trois personnages, Malines, un garde du palais, et Shani, une servante du palais, qui officient tous deux dans la grande ville de Muchem, qui est la capitale de l'Empire, au service du roi, et évidemment en dessous, les capitaines, etc., toute la hiérarchie qui s'accumule. Et dès le début de l'histoire, une jeune femme arrive, elle s'appelle Deria, elle est extrêmement douée à l'épée, elle arrive à mettre hors d'état de nuire les camarades gardes de Malines, et elle dit qu'elle doit voir l'empereur. Donc on commence l'histoire comme ça commence de façon très mignonne, très gentille, c'est-à-dire que Deria, Malines et Shani se lient d'amitié, ils deviennent très proches, jusqu'au jour où malheureusement on retrouve Deria morte, assassinée. L'examen légiste explique qu'elle a été violée avant d'être tuée. Donc c'est quand même une mort très choquante. Et à partir de là, Malines se rend compte avec Shani qu'il y a des choses bizarres qui se trament autour d'eux. Les gens ont peur d'évoquer la mort de Deria, surtout les grandes pompes, donc l'empereur n'ose pas trop en parler. Le capitaine de Malines lui fait avoir une promotion s'il promet de ne jamais rien dire sur Deria, de ne jamais évoquer le fait qu'elle soit morte. Sauf que Malines et Shani ne savent pas non plus qui était réellement Deria, ils ne connaissent pas grand chose d'elle, mais ils savent que son père est un baron qui habite au nord de l'Empire, donc ils vont le voir. Il annonce la mort de sa fille, et en vérité le baron, eh bien, on se rend compte qu'il s'appelle Rek, qui est surnommé le boucher, donc c'était un peu le fer de lance de l'Empire, c'est l'homme qui massacrait les populations à lui tout seul pour réussir à gagner des territoires sur les terres annexées de l'Empire, etc. Concrètement, Rek, c'est ce petit bonhomme ici, il a un peu la réputation d'une grosse brute, hein, il faut le dire, il est réputé pour être froid, extrêmement brutal, violent et sans aucune pitié, il y a même des chansons qui se sont faites sur lui pour effrayer les petits enfants s'ils ne finissent pas leur repas, donc c'est vraiment quelque chose de violent. Et à savoir que Rek aussi est détesté, aussi bien dans le sud, donc vers Muchem, que dans le Grand Nord par les barbares. Les seules personnes qui respectent réellement Rek pour ce qu'il est, ce sont ces hommes, qui sont tous des criminels, un peu l'équivalent de la garde de la nuit dans Game of Thrones, sauf que là, en fait, on envoie les criminels à Rek, qui en fait ses hommes, et ils ont tous un code de l'honneur, et s'ils n'ont pas d'honneur, Rek en général se charge de les trucider, parce que oui, Rek a quand même un code de l'honneur. Fort de la découverte que Deria était en réalité la fille de Rek le boucher, Shani et Malines ne savent pas trop quoi faire et finalement ils sont embarqués par Rek qui ordonne à ses hommes de garder le nord contre les barbares et qui dit à Shani et Malines, vous deux vous venez avec moi, on va dans le sud à Muchem et moi je vais enquêter, je vais trouver qui a tué ma fille. Et grosso modo le message c'était je vais buter tout le monde et tous ceux qui ont touché à ma fille de près ou de loin, tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin, je vais les massacrer. C'est globalement ce qui se passe. L'histoire est incroyable déjà parce que j'ai énormément accroché à la personnalité de Rek qui est vraiment charismatique mais à outrance. Malines et Shani qui prennent eux aussi en prestance, en importance, ils passent de plus ou moins de moins que rien à des personnes importantes. Il y a évidemment des jeux de pouvoir, chacun essaye de manipuler Rek à sa guise parce que Rek c'est un peu aussi le genre de personne qui fonce tête baissée comme un rustre, qui dégomme tout certes, mais qui n'est pas toujours très futé. Du coup il se fait manipuler par les gens autour de lui pendant que lui essaye de découvrir qui a tué sa fille. Et finalement on va d'intrigue en intrigue en intrigue, on a plein de suppositions, moi-même j'ai switché 2 fois de personnage pendant toute l'histoire. J'étais persuadé qu'un tel était responsable du meurtre et du viol de Deria. Ensuite, j'ai pensé que c'était un autre. Et finalement, la réponse, vous l'avez dans les 5 dernières lignes du deuxième tome. Donc les 5 dernières lignes de la fin de l'intégrale. Vous pouvez pas deviner. Sincèrement, vous ne pouvez pas trouver qui est l'assassin et le violeur de Deria. Et les motivations non plus. Vous pouvez pas les comprendre jusqu'à ce que ce soit expliqué dans les 5 dernières lignes. Et pourtant, tout prend sens, hein, tout prend vraiment sens. J'ai adoré le fait d'être mené en bateau par Olivier Guet tout le long, de pas savoir, de pas comprendre. Et puis cette fin en plus, mis à part la découverte du coup de l'identité réelle de l'assassin, cette fin
J'ai adoré, voilà, j'ai vraiment adoré les épées de glace. Alors il faut quand même que je précise quelque chose. La couverture ici est très très belle certes, mais si j'étais tombé sur la première couverture, donc les éditions Midgard, celle-ci, clairement je l'aurais pas acheté. On voit genre un homme devant une cheminée comme ça, un âtre, avec un espèce de démon de flamme. Et vous savez pourquoi je l'aurais pas acheté? Déjà parce que ce genre de couverture ne m'attire pas, et ensuite parce que c'était un peu mensonger. Pour faire simple, les épées de glace c'est de la fantasy dans lequel il n'y a pas de fantasy. Je vais un peu loin en disant ça, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de créatures incroyables ou qui n'existent pas, fantastiques ou magiques. Il n'y a vraiment que des intrigues d'humains avec des humains, où il y a vraiment... Il n'y a pas de code, en fait, il n'y a pas de vrai code de fantasy, à part des frontières redéfinies, une époque médiévale redéfinie. C'est très particulier, c'est assez difficile à décrire. Et c'est pour ça que mettre un espèce de monstre de flamme dans une couverture, alors que le livre en lui-même n'abrite aucun monstre, aucune créature, aucune magie, bah, je trouvais ça un peu bizarre de leur part. Mais bon, pourquoi pas. Que du coup, la nouvelle édition, elle en jette beaucoup plus quand même, ça en met beaucoup plus plein la tronche. Hein, et c'est vraiment plus joli, et ça correspond bien mieux à l'ambiance. C'est-à-dire qu'on a Shani à droite, Erec à gauche. Donc moi, ça représentait vraiment bien les personnages tels que je les imaginais dans l'histoire par la description physique qui était faite. Aussi, un énorme point que j'ai adoré dans les épées de glace, qui était juste évoqué et qui est grandement mis en avant dans la main de l'empereur, ce sont les Kushites. C'est simple, hein, l'Empire avait des envies d'expansion avant. On sait que Rek, dans sa jeunesse, a servi en tant que justement fer de lance de l'armée, que c'est lui qui a permis de conquérir le territoire Kushite. Et les Kushites, concrètement, ce sont des Noirs. Des Noirs, voilà, tout simplement. C'est comme si en gros c'était le territoire d'Afrique, Kush. Dans le monde d'Olivier, là où il y a tous les Noirs qui vivent avec chacun leur tribu, qui se sont alliés, qui ont formé une coalition contre l'empire de Mushheim, sauf que Rek à ce moment-là était général, il était extrêmement doué, il était vraiment, enfin c'était un monstre, il était même surnommé par les Kushites danseur rouge parce qu'il détruisait, il laissait une traînée de sang derrière lui à chaque fois qu'il allait quelque part, aussi bien femme, enfant que homme. Le mettre en conflit du coup des blancs avec des noirs dans une histoire un peu de fantasy comme ça, j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré ça. Et puis on voit clairement que même si du coup Kush a été annexé par l'Empire, il y a toujours le racisme qui traîne. Il y a vraiment, dans la main de l'emploi, il y a même des groupuscules de gens qui me rappellent un peu le Ku Klux Klan, qui se regroupaient et qui massacrent des Noirs en fait dans la ville de Mushheim. Les Noirs qui du coup sont plus ou moins, ce sont des émigrés en fait qui sont là parce qu'ils ont été annexés par l'Empire. Donc c'est aussi un peu du coup leur capitale à laquelle ils ont été rattachés après coup. Et ce contexte géopolitique était juste génial et j'ai adoré cet aspect-là dans l'histoire. Et là, du coup, on le voit beaucoup plus dans la main de l'empereur. Et je passe justement maintenant à la main de l'empereur. Alors, savoir que c'est sorti après les épées de glace. On suit d'ailleurs dans celui-ci la jeunesse de Rek, donc c'est-à-dire comment il est né. C'est-à-dire que c'est le fils, en gros, Rek, d'une femme noble qui a trompé son mari et d'un gladiateur très célèbre. Donc voilà, bon, par chance, ses deux parents finissent par crever dès le début de l'histoire, ce qui laisse Rek orphelin, un gladiateur hors pair. Et Rek finit par être enjôlé dans l'armée finalement parce qu'il est extrêmement fort. On l'amène sur le territoire de Kush où il affronte justement les Kushites. Et les Kushites apprennent à le respecter et à le craindre. Et là ensuite du coup toute la campagne de guerre à Kush. Ça c'est le premier tome de la main de l'empereur. Cela s'achève au début du tome 2, c'est-à-dire qu'au début du tome 2, Rek est déjà revenu à Mushheim, et là on suit les intrigues politiques et l'ascension de Rek, avec notamment ses déboires et sa rivalité très forte avec le duc de Gundron, qui est aussi là dans les épées de glace, qui est toujours aussi son rival. Et c'est vraiment prenant parce qu'on voit la jeunesse de Rek, et c'est pas forcément tel qu'on l'imaginait. L'avantage, c'est-à-dire que j'ai d'abord lu les épées de glace et ensuite la main de l'empereur, c'est qu'il n'y a pas d'ordre pour lire la main de l'empereur. On peut lire comme on le veut, c'est-à-dire que vous pouvez lire d'abord la main de l'empereur, ensuite les épées de glace. De mémoire, Olivier Gay ne préconise pas d'ordre particulier, ça dépend vraiment des attentes des lecteurs. Et si vous voulez lire la main de l'empereur avant, les épées de glace après, vous pouvez tout aussi bien le faire. Personnellement, après avoir lu les épées de glace et ensuite avoir lu la main de l'empereur, la fin de la main de l'empereur, où on voit apparaître temporairement Deria, donc la fille de Rek, qui se fait massacrer au début des épées de glace, et bien sachant ce qui se passe pour elle après, ça m'a fait un peu froid dans le dos de lire ce passage où elle était avec son père. Il y avait quelque chose de fort quand même qui se dégageait de ça. Et la façon dont c'est écrit, je vous avoue que les épées de glace au début j'ai pas trop accroché. Les premières pages, je me suis dit mais j'aime pas du tout ce style d'écriture. Et j'ai eu l'impression que d'un seul coup, comme ça, à partir des pages 20-30, donc assez rapidement, l'histoire était tellement fluide, donc c'est peut-être juste que j'avais pas trop accroché au début, pour X ou Y raison, parce que ça prenait un peu le temps, parce que je comprenais pas trop ce que Deria venait foutre ici, et finalement, sa mort a tout changé, le fait que ce soit l'histoire d'une vengeance, parce que c'est ça, hein, les épées de glace, il y a des conflits géopolitiques, il y a des intrigues, donc c'est de tous les côtés, mais c'est quand même l'histoire d'un père en deuil qui vient venger sa fille.
c'est ça les épées de glace. Et la main de l'empereur, quelque part, met en scène tout ça et comment Rek est devenu ce qu'il est, comment il a fait pour avoir cette personnalité-là. Et j'adore, il y a des personnages très forts comme par exemple Darin, qui est une amie de Rek, qui est une contrebandière, amie de Rek, qui était pote avec lui directement pendant les guerres à Couche et qui est restée amie avec lui quand Rek revient à Mushheim pour trouver qui a tué sa fille et trucider les coupables. C'était super prenant, voilà. Je vais arrêter là la vidéo, mais j'ai vraiment adoré les épées de glace. C'est clairement le livre qui m'a fait renouer avec la fantasy française, avec les auteurs français. Donc merci Olivier Gay. Franchement, si jamais vous l'avez lu, vous comptez le lire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je suis vraiment curieux de savoir. Moi j'ai adoré. Même une des lectures qui m'a donné envie d'écrire et qui a fait que j'ai écrit mon premier tome d'ailleurs. Donc je suis super content d'avoir pu rencontrer Olivier Gay, d'avoir pu rencontrer, croiser la couverture magnifique des épées de glace comme ça. Donc voilà, en plus c'est vrai que Magali Villeneuve fait vraiment un travail monstrueux avec les couvertures, j'adore ce qu'elle fait, comme Aurélien Polis aussi, j'adore ce qu'ils font ces deux artistes. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura convaincu, que je vous ai donné envie de le lire, et sincèrement je n'ai rien spoilé du tout. Donc vraiment, dites-moi ce que vous en avez pensé si vous lisez. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à en discuter en commentaire, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en avez pensé, ou juste avoir vos avis dessus, ou est-ce que vous conseillez une lecture semblable ou un peu similaire à celle-ci. Je suis vraiment très curieux de connaître. Et apparemment il est censé y avoir une suite qu'Olivier Gay sortira avec d'autres personnages qui se passent après la fin des épées de glace. J'ai hâte de voir ce que ça va donner très clairement. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.